Marketing et RSE, une aubaine ou une migraine? Pour cette keynote, nous recevons Laurence De Cecco, fondatrice et directrice de l'agence Blossom, qui est à gauche de l'écran, et Charlotte Penet, consultante RSE et stratégie de marque à droite de l'écran. Bonjour les deux. Bonjour. Salut Victoria. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, on est ravis de parler de ces sujets avec vous aujourd'hui. On a pensé que la première étape à franchir, c'est d'abord de repréciser pourquoi on s'intéresse au sujet du développement durable et de la RSE et pourquoi il y a un lien avec le marketing. Et tout d'abord de redéfinir ces termes parce qu'on les entend de façon très large et parfois pas toujours employés avec le plus de précision possible. Donc resituons tout d'abord les choses. Si on parle constamment de développement durable aujourd'hui, c'est bien parce que nous sommes face à des enjeux planétaires fondamentaux qui occupent les esprits en permanence et qui nous affectent autant du point de vue personnel que professionnel dans tous nos choix, dans toutes nos activités. Ces grands enjeux concernent bien sûr le changement climatique, l'atteinte à la biodiversité, la surconsommation, la surpopulation, le problème de l'accessibilité aux ressources principales. Il y a une personne sur deux au monde qui n'a pas accès à de l'eau propre. Il y a tellement d'enjeux fondamentaux qui nous affectent aujourd'hui que ce besoin de réfléchir au développement durable s'impose pour tous, les gouvernements, les entreprises comme les individus. Et donc, la définition du développement durable a été posée au départ par Gro Harlem Brundtland en 1987. C'est un développement qui correspond à nos besoins actuels sans empêcher les générations futures de répondre à leurs besoins. Et quand on réfléchit au développement durable, le plus important a été de situer le fait qu'il faut réfléchir à trois sphères: l'environnement, la société, l'aspect social, pardon, et l'économie. C'est-à-dire que le monde doit pouvoir vivre en faisant cohabiter ces trois sphères pour qu'on soit dans une situation durable de vie acceptable pour tous. Alors, comment on distingue la responsabilité sociétale des entreprises par rapport au développement durable? Parce que souvent, on mélange les deux termes. Finalement, le développement durable, cela concerne ces grands enjeux. Et la responsabilité sociétale des entreprises, c'est comment les entreprises choisissent de contribuer à ces enjeux mondiaux. C'est-à-dire que chaque entreprise, à sa façon, dans son contexte, selon ses capacités, selon ses ressources, va choisir de mettre en place des actions pour justement répondre à certains de ces enjeux de développement durable. Donc la responsabilité sociétale des entreprises, c'est leur contribution volontaire aux enjeux plus gros de développement durable. Et donc, il suffisait déjà de situer ces grands sujets avant de commencer à réfléchir à comment cette notion de responsabilité sociétale des entreprises peut être pertinente et peut être intégrée par des équipes marketing. Alors, je vais passer la parole à Laurence, justement, qui va situer un petit peu plus l'évolution du marketing et comment la RSE, justement, est venue s'intégrer dans les besoins de réflexion des marketeurs. Merci Charlotte. Alors, c'est vrai que tu as dressé la définition de la RSE du développement durable. Le terme marketing est quand même assez vaste. Chacun un petit peu à l'esprit, un petit peu sa manière de l'envisager. Envisage de la manière suivante. On parle finalement du marketing à l'époque vraiment orienté vers le produit avec des critères tels que la qualité, l'utilité, le prix pour définir le marketing. Et puis plus le temps a passé, on est arrivé avec des tendances nouvelles, avec la digitalisation du marketing ou avec un besoin de storytelling, un besoin de se démarquer aussi, les marques par leurs valeurs, avec des expériences clients. Et puis on arrive peu à peu au marketing 3.0 avec l'apparition du mobile. Il y a tous les aspects qui sont liés à la géolocalisation, la personnalisation du marketing. Et puis pour aujourd'hui arriver à des consommateurs
consommateurs qui sont devenus des acteurs, qui sont très actifs et qui sont aussi à la recherche de valeurs éthiques et qui veulent surtout lutter contre le consumérisme. Alors ça, c'est un petit peu les quatre grands enjeux du marketing tels que nous, on le voit. Et puis, c'est vrai qu'en France, il y a des chiffres qui sont beaucoup plus, je dirais, concrets qu'en Suisse. En Suisse, malheureusement, il n'y a pas d'études à la clé sur les grandes tendances, mais on dit qu'en tout cas, 1% des consommateurs attendent que les marques aujourd'hui agissent de manière beaucoup plus durable. On voit qu'il y a des attentes de la part des consommateurs. Donc, il est vrai que il est vrai que le marketing a vraiment un rôle à jouer à tout point de vue. Là, je te repasse la parole, Charlotte, pour parler de ces leviers que l'on peut avoir en termes de développement durable et de RSE auprès des consommateurs. Tout à fait. Alors justement, si le marketeur veut répondre aux attentes de ces nouveaux consommateurs ou justement à l'évolution des attentes des consommateurs, c'est-à-dire à cette demande justement de plus de responsabilité de la part des entreprises et une demande aussi par rapport, donc d'abord de la responsabilité par rapport aux produits, mais aussi par rapport à comment on communique sur ces produits. Finalement, il faut arriver à situer tous les domaines d'action où la responsabilité sociétale d'entreprise intervient et comment on arrive à relier ces actions à ce qu'on va pouvoir en dire. Donc, on pourrait partager ces différents sujets sur 3 leviers. Le premier levier, c'est on va noter beaucoup d'actions dans le domaine de la RSE au niveau des opérations et de la logistique d'une entreprise. Parce que justement, c'est là où l'entreprise peut maîtriser des risques et générer des bénéfices. Vous allez voir par exemple qu'il y aura une meilleure utilisation des ressources énergétiques, qu'il y aura peut-être la mise en place d'une économie circulaire ou pour du moins en tout cas un meilleur recyclage des déchets et réutilisation de produits qui ont été déjà utilisés, qui sont réintroduits dans le cycle de fabrication. Donc, on va d'abord noter beaucoup d'innovations et beaucoup d'actions au niveau des opérations de l'entreprise et du point de vue du marketing. Il s'agira de comprendre justement toutes ces actions qui sont mises en place pour pouvoir peut-être aller chercher les éléments pertinents qu'on pourra mettre en avant au moment de promouvoir les produits. Sur le deuxième levier, ça va être au niveau justement de la différenciation spécifique dans les produits. C'est-à-dire que l'entreprise se sera d'abord concentrée sur l'utilisation de ses ressources et de l'énergie, mais ensuite va peut-être aller jusqu'à revoir ses processus de fabrication de ces produits, va peut-être s'interroger sur les matériaux qui sont utilisés, va s'interroger sur comment les produits sont fabriqués, va aller jusqu'à faire de l'éco-conception. Et donc là, on va vraiment rentrer dans des actions qui vont être spécifiques par rapport aux produits et qui vont pouvoir être communiquées de façon pertinente pour justement répondre aux attentes de ces consommateurs très avisés et en recherche de produits responsables. Et puis le troisième levier, ça va être au niveau plutôt du levier social. Donc dans toutes les relations humaines qui sont mises en jeu par l'entreprise, on va voir qu'une entreprise qui met en place une démarche de responsabilité sociétale vraiment transversale va s'interroger par exemple sur toute sa chaîne d'approvisionnement, va analyser tous ses fournisseurs et va s'assurer que sur toute cette chaîne d'approvisionnement, il y a une vraie responsabilité, un vrai questionnement sur les valeurs, sur les droits humains, sur tout l'aspect social de comment on fait travailler les différentes parties prenantes qui sont impliquées dans la fabrication des produits. Il y aura également aussi l'aspect social par rapport aux conditions de travail de toutes les personnes, tous les collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise. Et une entreprise qui saura aussi montrer qu'elle s'est penchée sur l'aspect social en interne va également gagner l'adhésion de ses consommateurs en attente des responsabilités. Donc il est important du point de vue
des personnes qui s'occupent du marketing et de la communication de comprendre que toutes les actions RSE vont toucher à tous les niveaux de l'entreprise. C'est vraiment une démarche qui est transversale et qui s'intègre dans toute la stratégie de l'entreprise. Et il y a la possibilité de communiquer sur ces différentes actions parce qu'elles elles vont avoir une incidence finalement sur le produit final et sur la manière dont l'entreprise est perçue par ces nouveaux consommateurs en attente de sens et de responsabilité. Alors ensuite, le slide d'après, si on peut citer un ou deux exemples, parce qu'il est intéressant justement de se poser cette question, comment est-ce qu'on va pouvoir faire le marketing d'un produit responsable. On peut regarder un ou deux exemples. Si on regarde par exemple un stylo bille, un consommateur qui veut s'acheter un stylo bille à qualité égale et à prix égal, il va pouvoir par exemple comparer un stylo bille de la marque Faber-Castell, un de la marque Caran d'Ache et un de la marque Waterman. On peut trouver par exemple à 35 francs suisses un stylo bille de qualité et de prix comparable. Mais quand on regarde le stylo que vous voyez à l'écran de Caran d'Ache qui a été fabriqué à partir de capsules Nespresso recyclées et qui donc dans le packaging on montre justement l'utilisation de la capsule et on explique sur le packaging ce stylo a été fabriqué à partir de capsules recyclées. Ce stylo-là, il va forcément se différencier par rapport aux deux autres marques à prix comparable. Et quand par ailleurs on sait que toute la communication de Caran d'Ache est cohérente sur les aspects justement de ces engagements RSE, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'efforts qui sont faits aussi du point de vue social et du point de vue des opérations et qu'ils communiquent de façon efficace là-dessus, l'acheteur va trouver une cohérence dans tous ces messages et c'est cette cohérence qui est importante aussi et le fait qu'il y ait des informations concrètes par rapport aux engagements de l'entreprise qui vont faire que ce consommateur avisé pourra tout à fait choisir ce stylo par rapport aux deux autres grâce à tout cet engagement dont a fait preuve l'entreprise. Donc c'est là où on peut commencer à voir que la RSE va pouvoir générer un véritable potentiel de différenciation sur les produits. Une autre façon de se différencier dans le marketing sur la base d'un engagement sociétal de l'entreprise, ça peut être plus en amont au niveau justement de la communication qu'on fait de la marque. Et un exemple ici, c'est l'exemple de Dove qui, depuis bien des années déjà, a réussi à mettre en place une stratégie de marque qui est aujourd'hui très reconnue et comprise par les consommateurs autour de l'estime de soi. Et aujourd'hui, il est rare qu'on voit une campagne de publicité de Dove qui mette en avant des produits. Au contraire, on voit des campagnes de publicité de Dove et ce sont des campagnes qui attirent beaucoup l'attention et qui gagnent souvent des prix. Ces campagnes tournent plus autour de leur engagement pour l'estime de soi. Donc, ça va être des campagnes comme l'exemple que vous voyez ici. Actuellement, il y a une campagne qui cherche à sensibiliser les jeunes sur le fait de ne pas être soumis à ces messages ou à cette pression par rapport à l'image qu'on projette de soi sur les réseaux sociaux et au fait que tous ces jeunes se sentent obligés de transformer leur image pour projeter une image d'eux sur les réseaux sociaux qui ressemble à un idéal. Et Dove est en train de faire toute une campagne là-dessus pour éduquer les jeunes et pour les accompagner en leur disant « Vous n'avez pas besoin de ressembler à un idéal, soyez vous-même, vous êtes belle comme vous êtes. » Et toute cette communication, elle est très cohérente dans toutes les actions que fait la marque pour intervenir auprès des jeunes. Ils mettent en place pas mal de choses pédagogiques et pour accompagner dans cette sensibilisation autour de l'estime de soi. Donc ils ont réussi à pousser leur engagement sociétal au-delà de leur communication produit jusqu'à la communication de la marque. Et c'est là où le marketing prend une dimension différente de marque engagée.
Alors ensuite, on a voulu aborder donc ce sujet du marketing responsable en se posant la question, en tant que marketeur, si on sait que notre entreprise est engagée, qu'il y a des actions de responsabilité sociétale qui sont en place, il faut s'assurer de communiquer de façon cohérente par rapport à ces engagements et de prendre une dimension de responsabilité dans le marketing qu'on va faire. Alors, qu'est-ce que c'est une communication responsable et un marketing responsable? La manière d'y réfléchir, finalement, lorsqu'on est face à des choix à faire pour une campagne, par exemple, il faut se poser des questions sur trois piliers. Ça va être une question d'abord sur le message qu'on va mettre en avant. Ensuite, ça va être une question sur les parties prenantes avec qui on va travailler et comment on va travailler avec ces parties prenantes. Et le troisième point à prendre en compte, c'est le support et comment être responsable au niveau du support. Donc, il y a pas mal de questions à se poser sur ces trois leviers. Par rapport au premier, la responsabilité au niveau du message, si on passe au slide d'après. Pardon, non, on va d'abord expliquer comment on s'assure que le message est responsable pour éviter le greenwashing. Et je vais d'abord passer la parole à Laurence pour faire le point sur le greenwashing. Alors le greenwashing, je pense que vous en avez tous entendu parler. Il n'y a pas un jour sans que la presse relaye des informations à ce sujet. D'ailleurs, ça fait peur aux marques. Très actuel, définition qu'utilise écologique pour parler de greenwashing, mais en fait, on peut dire, c'est qu'en fait, le greenwashing, c'est de vanter les écologiques finalement d'un produit. Excusez-moi. Alors qu'ils sont mini. Je fais une petite interruption. On va profiter qu'on a ce slide pour vous redonner la parole, pour refaire la définition du greenwashing, parce qu'il y a beaucoup de lag chez vous, Laurence. Alors, on va réessayer. Est-ce que vous m'entendez? On va faire un petit test. Oui, je vous entends. Ok, d'accord. Alors, je vous relance. Enfin, vous pouvez reprendre sur la définition du greenwashing sous le slide qui est à l'écran. Dans 3 secondes. 3, 2. Je crains qu'on l'ait perdu. Est-ce que Laurence, vous nous entendez? Bon, on va pouvoir de toute façon exploiter tout ce qu'il y a jusque-là, mais il faut juste qu'on récupère le signal chez Laurence. J'ai été déconnecté. Voilà. Est-ce que vous pouvez me parler juste une petite seconde pour voir ce que ça donne? Oui. J'ai été déconnecté, il y avait un bruit d'hélicoptère derrière moi. Ouais, ok. Ça a l'air de fonctionner. Donc, je vous fais un décompte. Je recommence. Ouais, je vous fais un décompte où je prononce pas le chiffre 1 pour commencer à 3 secondes. Et puis, vous pouvez le faire sous le slide qu'il y a maintenant avec la définition du greenwashing. Alors, attention, c'est reparti. 3, 2. Le greenwashing, on entend tous parler tous les jours. C'est un sujet d'actualité. D'ailleurs, c'est une préoccupation de tous les jours des marketeurs. Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense que même certaines personnes sont un peu apeurées de communiquer par peur d'être justement accusées de greenwashing. L'ADEME en a une définition que je vous laisse découvrir à l'écran. L'Agence française de la transition écologique. Et puis peut-être pour dire ça en d'autres mots, le greenwashing, ça serait vanter les mérites écologiques d'un produit alors qu'ils sont minimes ou inexistants. Ça serait la fausse promesse, ou ça serait vanter l'engagement d'une RSE au sein d'une entreprise sans donner des preuves concrètes, alors que les actions sont là aussi minimes. C'est des imprécisions involontaires. Il faut vraiment faire attention, puisqu'aujourd'hui, les consommateurs sont très avisés. Il y a aussi des groupes de pression qui vont chercher les informations, qui essayent de vérifier l'authenticité des faits qui sont avancés.
Le marketing, d'ailleurs, et la communication sont de plus en plus encadrés. En France, il y a plusieurs institutions qui réglementent tout ça. La commission de la loyauté en Suisse, quoi qu'on n'est pas très sévère à ce niveau-là. Et puis, tout cela pour éviter la propagation de mensonges et de messages mensongers ou irresponsables, de symboles trompeurs. Le slide d'après vous donne quelques grands enjeux sur le greenwashing. Donc voilà, les 9 signes qui ne trompent pas, entre le vrai mensonge, l'image trop suggestive, le faux label, la preuve inexistante. Un exemple, par exemple, en France, les constructeurs automobiles n'ont pas le droit de mettre en scène, par exemple, des véhicules hors d'un contexte naturel, ça veut dire sur une route. On ne peut plus maintenant placer une voiture sur une plage. Hein. C'est un signe trompeur qui serait abusif pour le consommateur. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, l'ADEME publie un guide qui est mis à disposition sur leur site à titre gratuit. Donc c'est important pour la communication responsable d'avoir des messages qui sont clairs, qui sont loyaux, et qui sont diffusés avec attention auprès des différents publics cibles. Et puis l'annonceur doit aussi veiller à maîtriser cette diffusion aux différents publics cibles et faire aussi un usage réfléchi des données en lien avec la RGPD aussi et la LPD. Ça, c'est pour la partie message responsable. Et puis Charlotte pourra rebondir sur la partie plutôt partenaire et support dans les slides qui viennent. Alors, juste pour compléter sur le message responsable, ce qui est intéressant, donc, c'est de se poser la question des messages qu'on transmet et de s'assurer qu'ils ne rentrent pas dans différentes pratiques qui ne sont pas acceptées, et notamment le dénigrement, le fait de dénigrer une profession ou un produit selon des critères qui ne sont plus acceptables aujourd'hui. La publicité comparative n'est pas possible. Une communication commerciale qui soit discriminatoire, que ce soit sexuellement discriminatoire ou qui porte atteinte à la dignité. Et puis des reproductions visuelles qui soient trompeuses de corps ou de personnes. Donc il est vraiment essentiel de réfléchir à la manière dont on présente et aussi aux mots qu'on utilise. Il y a certains mots qui sont très encadrés aujourd'hui. On ne peut pas se permettre de dire qu'un produit est durable sans avoir derrière des vraies preuves tangibles et concrètes à montrer. Donc il y a un encadrement autour de l'utilisation de ces mots-clés qui accompagnent tout ce domaine de la responsabilité sociétale qui est mise en place aujourd'hui et qui permettent de s'assurer qu'on ne se retrouve pas donc avec une communication qui soit trompeuse ou mensongère et puis qu'on fasse attention à avoir une communication aujourd'hui qui ne soit non plus pas discriminatoire ou offensive. Ensuite, le fait de prendre en compte les parties prenantes. Charlotte oui. Non, si je peux me permettre, on parle essentiellement ici de produits, mais on doit dire qu'en Suisse, par exemple, qui est une place de la Genève en particulier, de finances durables, on s'aperçoit aussi qu'il y a énormément de communications qui sont faites autour de la finance durable et que la FINMA, qui est l'autorité de surveillance, elle aussi a édicté quelques recommandations afin d'éviter aussi du greenwashing. Et c'est important, il y a aussi une taxinomie européenne pour qu'on puisse aussi mieux comprendre la jungle dans laquelle l'investisseur aujourd'hui se trouve à propos de finances durables. Donc on voit qu'à tout niveau, c'est important de bien comprendre tous les enjeux et de faire attention à ce que l'on dit et de communiquer correctement. Tout à fait. Et puis ce qu'on peut reconnaître grâce à cela, c'est que on se rend compte qu'il y a une pression finalement, une pression positive qui pousse les entreprises de plus en plus à aller dans le sens de la responsabilité sociétale et cette pression, elle vient d'une part de la part en effet des consommateurs et des investisseurs, elle vient aussi du fait d'une réglementation qui va en augmentant, mais il faut se dire que finalement la réglementation n'est pas forcément une contrainte négative.
mais au contraire, elle a vraiment une incidence positive. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est grâce au fait de mettre en place certaines obligations pour les entreprises qu'on voit vraiment évoluer l'intégration des enjeux du développement durable dans l'activité des entreprises. Notamment, l'exemple en France avec la mise en place de la loi Pacte en 2019 a permis une véritable prise de conscience au niveau des entreprises et grâce à cela, de plus en plus d'entreprises aujourd'hui ont décidé d'intégrer une raison d'être dans leur statut et un certain nombre ont également choisi de prendre la qualité de société à mission où justement donc ils se donnent une mission qui va au-delà de la création de valeur économique et qui intègre le fait d'avoir une utilité sociétale et grâce à ça, on voit un vrai changement, une vraie prise de conscience en France qui commence à prendre vraiment les devants en termes de responsabilité sociétale. Alors, si on revient sur nos 3 points phares de la communication responsable, le deuxième point, donc, c'était les parties prenantes et de s'assurer donc que toutes les parties prenantes impliquées dans le marketing qu'on est en train de faire, soit une campagne, soit un événement, qu'on réfléchisse à la logistique et au partenariat qu'on a et qu'on s'assure de travailler, par exemple, avec des partenaires qui respectent les mêmes critères de responsabilité, qu'on tienne compte pour les personnes qu'on va faire travailler des conditions dans lesquelles ces personnes vont travailler, les partenaires comme les collaborateurs en interne, et qu'il y a une véritable réflexion donc qui aille au-delà de simplement notre sphère de l'entreprise elle-même, mais qui intègre toutes les personnes qui vont être impliquées dans le travail qui sera mis en œuvre pour cette communication. Et enfin, le troisième levier, c'est la réflexion par rapport au support. Et là, c'est vrai que on peut rentrer dans pas mal de questionnements et un certain niveau d'arbitrage qui va être nécessaire, puisque aujourd'hui, quel que soit le support qu'on choisit d'utiliser pour une communication, il y a de toute façon forcément un impact pour l'environnement. Et souvent, c'est au niveau de l'environnement que c'est le plus marqué. Si vous réfléchissez, par exemple, vous souhaitez faire une campagne de communication et vous devez d'abord choisir est-ce qu'on va travailler sur du print ou est-ce qu'on va travailler sur du digital, d'un côté comme de l'autre, et il va y avoir des impacts. Quand on travaille sur le print, on va se poser des questions sur avec quel imprimeur on va travailler, quel type de papier on va utiliser, quelles encres cet imprimeur utilise, est-ce que une réflexion a été faite au niveau de l'impact environnemental de ces encres plus ou moins polluantes, est-ce que le papier utilisé est certifié FSC, est-ce que c'est un papier qui a été recyclé, est-ce qu'il va être recyclable pour la suite. Il faut qu'on réfléchisse au cycle de vie de ce support qu'on va créer. Est-ce qu'on souhaite en imprimer énormément sans se soucier de ce qui va advenir de ces papiers une fois que les gens les auront utilisés, ou est-ce qu'on va encourager les gens à les partager? Donc il y a toute une réflexion à faire. Si on va plutôt vers le digital, il faut aussi savoir que le support digital n'est pas nécessairement moins polluant. Au contraire, aujourd'hui, on est sensibilisé par rapport au fait que le numérique contribue de façon significative au réchauffement climatique par le nombre de serveurs qui sont nécessaires pour stocker les informations, par toute l'électricité qui est utilisée, l'énergie qui est utilisée pour la communication. Donc le fait de se dire je ne vais pas utiliser du papier donc je vais moins polluer, ce n'est absolument pas forcément une vérité. Et du coup, le plus important est de s'informer, de travailler avec des partenaires qui eux aussi soient bien informés et de faire un arbitrage qui corresponde aux besoins spécifiques de la communication qu'on doit faire pour essayer d'être le plus ciblé possible, le plus efficace possible, pour essayer d'avoir un impact environnemental qui soit moindre. Et c'est là où le plus important est d'être sensibilisé et de travailler aussi avec des partenaires qui sont dans la même veine, qui vont dans la même voie en termes de réflexion sociétale.
Si on regarde par exemple, là on a simplement mis un exemple de l'évolution qui est faite par rapport à une communication responsable. La marque Uncle Ben's est en train de changer son logo. Alors justement, il y a d'abord l'aspect, ils se sont posé des questions sur le message qui était relayé visuellement par leur logo. Aujourd'hui, ils se sont posé la question, est-ce que c'est socialement acceptable d'avoir un logo avec une personne de couleur telle qu'elle est présentée de cette manière? Ils ont fait le choix d'avoir un logo aujourd'hui qui soit plus neutre pour justement être plus inclusif. C'est un changement, du coup, comme on peut imaginer, pour une marque de cette taille, ils engagent des coûts importants pour faire un changement de logo, mais ça va aller entièrement pour soutenir tout un discours que va faire la marque autour de sa réflexion sociétale, de responsabilité sociétale. Donc, quand on pense au marketing en lien avec la RSE, il faut se dire que on n'est pas purement sur une réflexion au niveau du marketing produit et au niveau des campagnes de communication qu'on va faire ou des informations qu'on va mettre sur les produits. Quand on veut faire le lien entre le marketing et la RSE, il faut faire ce lien également au niveau stratégique, au niveau corporate de l'entreprise, c'est-à-dire au niveau de la marque et des messages que la marque relaie aussi sur sa mission, sa vision, ses valeurs, et s'assurer que la dimension de la responsabilité sociétale soit présente à tous les niveaux de la communication. Donc, ce ne sera pas logique de parler de responsabilité au niveau des produits si la marque elle-même ne présente pas sa dimension de responsabilité sociétale et ne présente pas sa réflexion en termes de RSE et les actions RSE qu'elle choisit de mettre en œuvre à tous les niveaux. Donc, on se rend compte que voilà, la RSE va toucher à toutes les sphères du marketing et de la communication. Ça va être aussi présent au niveau de la stratégie de marque, au niveau de la publicité bien sûr, au niveau des RP, au niveau des événements, la manière dont on choisit de monter des événements. Il faut qu'il y ait une cohérence qui soit présente à tous les niveaux. Et donc finalement, le plus gros conseil qu'on aurait à donner aux personnes dans le marketing qui doivent commencer à réfléchir à intégrer la dimension sociétale, ça va être tout d'abord, le plus important, ça va être de s'informer et de travailler en équipe avec les personnes impliquées sur le sujet de la RSE en interne, parce que une entreprise qui a vraiment mis en marche une stratégie de responsabilité sociétale, cette stratégie va être transversale, comme on a vu, elle va toucher à tous les aspects de l'entreprise, elle peut avoir une incidence sur les processus de fabrication, sur la chaîne d'approvisionnement, sur donc les choix des fournisseurs, sur l'innovation au niveau des produits, sur aussi comment on travaille en interne et tout l'aspect social en interne. Et le plus important, donc d'abord, avant de communiquer, c'est de savoir justement d'être bien au courant de toute cette stratégie, de comprendre toutes ces incidences et donc de commencer par l'aspect marketing stratégique et marketing communication au niveau de l'engagement de la marque et du positionnement de la marque, et aussi d'être bien au courant des attentes des consommateurs, que les consommateurs peuvent avoir par rapport à votre entreprise et à votre marque à travers des études Quanti et Quali par exemple. Une fois que ce travail de fond est fait et que les équipes sont bien alignées sur ce qui a été mis en place, c'est à partir de là que le marketing opérationnel devient pertinent. Et il est essentiel de travailler justement avec les équipes ou les personnes en charge de la RSE pour obtenir des informations et des preuves concrètes de toutes les actions qui ont été mises en œuvre. Parce que si on va s'exprimer sur ces points, comme on a vu, les consommateurs aujourd'hui sont très au courant et très avisés et vont systématiquement, s'ils voient
qu'une entreprise s'affirme sur un point de responsabilité sociétale, ils vont aller chercher des preuves. Et si on ne communique, si on ne donne pas des preuves concrètes, immédiatement, il va y avoir cette accusation potentielle, ou en tout cas cette petite ombre de potentiel de greenwashing qui va être présente et qui peut être un risque pour l'entreprise au niveau réputationnel. Donc le marketing opérationnel va s'appuyer vraiment sur des preuves concrètes et peut ensuite, bien sûr, se déployer sur tous les différents types dans tous les différents types de communication, sur tous les supports, mais sur la base de choses, d'actions et de preuves concrètes. Et au final, quand on en arrive au marketing produit et qu'on commence à pouvoir mettre en avant peut-être des labels ou des bénéfices spécifiques rattachés à des produits, c'est parce que vraiment la démarche RSE est bien en place dans l'entreprise, qu'elle a pu s'intégrer au niveau des processus de fabrication, au niveau des matériaux, des chaînes d'approvisionnement, et c'est là où on va pouvoir justement être très spécifique sur la communication qu'on fait à propos des produits pour faire, comme dans l'exemple Caran-d'Ache, montrer un produit spécifique et comment il a été fabriqué vraiment sur la base d'éléments spécifiquement responsables, mais ça peut être également sur tout l'ensemble des produits. On peut mettre en avant un choix qui a été fait, par exemple, ça pourrait être que tous les crayons sont fabriqués avec du bois issu de Suisse. Alors je sais que c'est un engagement qui est en train de se mettre en place chez Caran-d'Ache, mais ils n'ont pas encore atteint la totalité de leur fabrication à partir de bois suisse, mais ça fait partie de leurs objectifs d'augmenter progressivement le pourcentage de bois suisse qui est utilisé dans les produits. Et il y a également d'autres aspects plus spécifiques comme voilà, ces produits utilisent seulement de l'eau récupérée à partir de l'eau recyclée depuis la fabrication et réutilisée. Mais il faut surtout rester très spécifique. Est-ce qu'on peut aussi compléter en fait ce qui est le plus important dans vous l'avez compris, hein, ce sujet il est vaste, il est compliqué. C'est un sujet qu'avant personne ne voulait finalement s'en intéresser, et aujourd'hui dans toutes les entreprises il y a des nouveaux métiers aussi qui se créent. D'ailleurs on voit apparaître de nouveaux jobs sur responsable de la sustainability ou du développement durable. Je pense que le plus important c'est vraiment toute la gouvernance qui est mise en place. Et surtout de s'assurer que le top management est vraiment en phase et soutient le projet. Ça ne peut pas se faire, je dirais, au niveau d'un département marketing ou au niveau d'un département communication. On est simplement les ambassadeurs et les metteurs en place d'une stratégie finalement qui est transversale. Et ça, c'est vraiment le plus important. C'est aussi pourquoi de plus en plus d'entreprises, et c'est ce qu'on fait chez Blossom, on a aussi monté un projet sur tout ce qui est formation. Je pense que pour avoir les meilleurs ambassadeurs au sein de l'entreprise, tous les collaborateurs, pour qu'ils puissent l'expliquer, que finalement, une vendeuse qui se retrouve dans un magasin, dans une bijouterie, dont la marque prône un approvisionnement d'or et de diamants responsable, de fournisseurs aussi tracés, puisse l'expliquer si on lui pose des questions. Donc la formation, elle est indispensable pour bien comprendre les enjeux, et ça à tout niveau de l'entreprise. Et le support aussi de la direction, bien évidemment, c'est vraiment l'enjeu numéro 1. Merci pour toutes ces informations et ces précisions. Merci Laurence de Tcheco et merci Charlotte Penet. Merci Victoria. Merci beaucoup.